Voilà, je me présente, je m'appelle Jeanne Coutu, je travaille pour la revue politique. Donc, on organise en collaboration avec Barricade à la sortie de chaque nouveau numéro un débat. Et quand le numéro sur la fonction publique, celui-ci, est sorti au mois de janvier, qu'on a discuté avec Barricade, on a eu plein d'idées sur les sujets qu'on voulait aborder. Et du coup, on s'est dit on va faire un cycle, parce que le sujet nous motivait beaucoup et nous interpellait énormément dans nos pratiques, nous-mêmes dans nos pratiques professionnelles. Et donc, on a décidé de faire un cycle. Donc, le 28 février, nous avons eu un premier débat plutôt axé sur le management dans la fonction publique. Et puis, la deuxième soirée s'est un peu imposée aussi sur la question du management dans le secteur non marchand et notamment l'économie sociale, mais aussi les ASBL, l'associatif, interpellés nous-mêmes par nos propres pratiques professionnelles, où on était dans le questionnement sur la situation actuelle et sur la manière dont les choses sont organisées pour le moment. Et nous aurons encore 2 soirées. La première sera le 16 mai autour... Donc nous recevrons l'auteur de ce livre Gouvernance, le management totalitaire. Il s'appelle Alain Deneau, c'est un Québécois et qui viendra donc le 16 mai nous parler de son livre. Et le 1er juin, nous recevrons Alain Gaury, Roland Gaury, un psychanalyste français donc, qui a écrit notamment La fabrique des imposteurs et La folie évaluation. Et donc qui se viendra le 1er juin pour nous et qui sera interviewé par Jean-Jacques Jespers, qui fait donc partie du comité de rédaction de la revue politique. Et donc voilà, comme ça vous savez dans quel cadre s'organise la soirée de ce soir. Donc comme vous le voyez, nous ne sommes pas très nombreux, donc on va relativement vite passer à l'aspect débat. Mais avant de passer au débat, on va d'abord parler un peu de contenu. Et donc, Hugues et Julie, qui sont tous les deux des chercheurs de BLG, vont plutôt aborder chacun pendant 10 minutes, et je les laisserai se présenter à ce moment-là, plutôt des aspects théoriques, même si c'est toujours en lien avec la réalité quotidienne du travail dans l'associatif, de la question de la gouvernance, de l'évaluation, de la professionnalisation dans les associations. Et puis Fabrice Collignon, qui est directeur de la Bourrache. Hein. Non, pas la Bourrache. Ah, oui, c'est compliqué. Voilà. Mais au moins responsable de vin de Liège. Oui, ça oui. Ça oui, voilà. Vous pensez aussi, c'est les informations. Et qui lui apportera plutôt son éclairage pratique du terrain pour éclairer les propos qui auront été avancés par Julie et Hugues. Je propose que Julie, une fois qu'elle se soit présentée, nous définisse en quelques mots la gouvernance, et puis Hugues, après s'être présenté, nous donnera quelques informations et nous présentera quelques éléments principalement sur l'évaluation. Et puis Julie réinterviendra un petit peu plus longuement et Fabrice parlera, et puis nous les laisserons réagir un petit peu et puis directement nous passerons à un débat avec vous. Voilà, merci beaucoup. Julie, est-ce que tu je vais commencer par définir la gouvernance comme nous on va l'entendre ce soir, pour qu'on soit sur les mêmes bases avant de commencer. Donc nous on travaille plutôt sur la gouvernance au niveau organisationnel, donc vraiment au niveau de l'organisation, au niveau micro. On parlera jamais de bonne gouvernance et on va y revenir après, parce que moi je pars du principe qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le modèle de gouvernance va dépendre d'une organisation à l'autre, va dépendre de l'histoire de l'organisation, de la manière dont elle évolue, du secteur dans lequel elle est active, des facteurs internes ou externes, par exemple des bailleurs, des financeurs, etc. Donc il n'existe pas un modèle de gouvernance qui soit bon et un modèle de gouvernance qui soit mauvais. Il existe juste des pratiques de gouvernance. Certaines sont bonnes dans certains cas et d'autres sont moins bonnes dans ces mêmes cas. Donc par gouvernance, nous on entend un ensemble de mécanismes internes et externes qui sont là pour assurer que les actes qu'une organisation pose sont en cohérence avec son objet social, avec sa mission sociale, ses objectifs, d'une part, et d'autre part,
Ce sont donc des mécanismes qui vont permettre de s'assurer que les intérêts des parties prenantes principales sont préservés. Donc ce sont vraiment des mécanismes, donc comme je disais, internes et externes, qui vont faire en sorte que l'on puisse vérifier que une association ou une ASBL poursuive en effet, effectivement, sa mission sociale et les objectifs pour lesquels elle a été créée. Donc c'est un ensemble de principes d'abord. Donc par exemple, dans les ASBL, on va retrouver dans certaines ASBL le principe de participation. Donc c'est un principe qui va guider des choix dans la mise en place de pratiques de gouvernance. Le principe de transparence est souvent mis en avant. Ça peut aussi être des outils. Donc, par exemple, la charte associative peut être un outil de gouvernance auquel on va se référer dans certains processus de décision. Les procédures de reporting pour rendre des comptes, par exemple, à nos financeurs, sont d'autres outils de gouvernance qui peuvent être utilisés. Et ce sont aussi des organes. Donc, par exemple, le conseil d'administration et l'assemblée générale sont deux organes de gouvernance qu'on retrouve traditionnellement dans toutes les ASBL. Mais il y a certaines structures où il y a d'autres organes de gouvernance. Par exemple, des comités participatifs, des groupes de travail. Certaines ASBL ont un bureau, d'autres ont un noyau. Enfin, donc des structures intermédiaires de gouvernance, soit entre la direction et le conseil d'administration, soit aux côtés de la direction, aux côtés du conseil d'administration. Donc, c'est la manière dont on définit la gouvernance et la thématique de l'évaluation, mais j'y reviendrai par après, directement liée à la gouvernance, donc ça, Hugues, mon brillant collègue Hugues va vous en parler après. Ok, merci. Donc effectivement, moi je vais vous parler plus de l'évaluation des ASBL. Donc l'évaluation des ASBL, c'est d'une part définir ce qu'est une bonne ASBL, entre guillemets, et puis définir comment l'évaluer, comment savoir si cette ASBL est vraiment bonne ou efficace. Alors, quand on parle d'évaluation des responsables d'ASBL, comme il y en a plusieurs ici, c'est souvent douloureux, ça fait mal, c'est pas un mot agréable, ça a plein de connotations négatives, et à raison d'ailleurs, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'évaluation. Et dans le secteur associatif, on est souvent confronté à un seul type d'évaluation qui est l'évaluation pour laquelle on doit rendre des comptes. Principalement à des pouvoirs subsidiants, comme dans les OISP. Il y a la région Wallonne qui impose aux OISP de rendre des comptes sur leurs actions. Et ça, je trouve que c'est un type d'évaluation qui est non seulement problématique, pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir, mais qui en plus n'est pas très utile, voire un peu inutile, en tout cas en ce qui concerne l'ASBL. C'est probablement très utile pour le pouvoir subsidiant, parce que eux, ils veulent savoir si l'argent qu'ils ont utilisé pour financer l'ASBL est bien utilisé. Donc là, pour eux, c'est légitime. Mais ce que l'ASBL en tant que tel va en retirer, là, l'utilité est fortement réduite pour être gentil. Alors, l'utilité est fortement réduite parce que ce type d'évaluation n'a justement pas pour but de savoir si l'ASBL remplit bien sa mission, si elle fait bien ce qu'elle fait. Donc ça ne permet pas à l'ASBL de s'améliorer. Elle ne sait pas quels sont ses points forts, ses points faibles. Ici, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont déjà souffert d'inspection, de contrôle et d'évaluation de ce type-là. Et en ressortant, on en sait rarement plus sur comment faire pour que son ASBL se porte mieux et soit plus efficace. Donc ça, c'est pour le côté d'utilité limitée de ce type-là d'évaluation, donc j'ai bien dit, parce que je viendrai après à un autre type d'évaluation qui lui a plus d'intérêt. Et à côté, donc non seulement c'est pas utile, mais en plus c'est problématique, parce que donc, je vais encore revenir sur l'exemple des EISP. Il y a une centaine, il y a 150 OISP et OFT en région Wallonne. Elles sont toutes très différentes, chacune a ses objectifs propres, son fonctionnement, sa culture, mais elles sont toutes évaluées de la même façon, sur les mêmes critères forcément. Et donc c'est des évaluations standardisées
qui ne sont pas vraiment adaptés à la réalité de chaque association. Et c'est surtout le fait que ce n'est pas l'association qui choisit les critères, forcément, mais c'est le pouvoir subsidiant qui impose les critères sur lesquels l'ASBL va être évaluée. Et alors, un autre problème, c'est que ça détourne un peu l'ASBL des évaluations qui peuvent lui être utiles. Parce que donc ils vont utiliser plein de ressources, plein d'énergie, plein de temps, plein d'argent sur ces évaluations-là, alors qu'il y a un autre type d'évaluation, une évaluation plus proactive mise en place par l'ASBL, qui elle pourrait être bien plus utile pour améliorer le rôle de l'OISP, pour mieux accompagner les stagiaires, pour mieux savoir où sont ses points forts, ses points faibles. Mais ça, une fois qu'on sort d'une évaluation de ce type-là, donc pour rendre des comptes, on a rarement le courage de mettre en route un deuxième type d'évaluation, parce que mener en parallèle deux types d'évaluation, en plus ce serait beaucoup trop bureaucratique. Donc une fois qu'on a un type d'évaluation, on se contente de ça, et que ça soit utile ou pas, on a cette évaluation-là. Alors que si les ASBL utiliser davantage une évaluation qui vient d'elle-même, donc que l'ASBL décide elle-même sur quelle dimension elle va évaluer sa performance, sur quels critères elle va utiliser, là ça pourrait être bien plus intéressant pour savoir quels sont ses points forts et ses points faibles. Parce que pour savoir où on en est, c'est comme ça qu'on sait s'améliorer, c'est faire le point de la situation, et donc on voit les points forts et les points faibles. Pour le moment, généralement, pour savoir où on en est, généralement ça se limite, en assemblée générale par exemple, à voir le compte de résultat, et les gens sont contents s'il y a un bénéfice, les gens ne sont pas contents s'il y a une perte. Alors que qu'il y ait un bénéfice ou une perte, ça ne dit absolument rien sur le fait de savoir si l'association atteint bien sa mission ou pas. Et donc c'est pour ça que c'est assez dommage qu'il n'y ait pas ce type d'évaluation qui, à côté des outils financiers qui permettent de montrer si l'association est saine financièrement, il faudrait d'autres outils d'évaluation qui permettent de montrer si l'association est saine au niveau de sa mission. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Alors, ça malheureusement, il n'y a pas encore d'outils de ce type-là qui ont été développés jusqu'à maintenant. Ils attendaient ma thèse en fait pour pouvoir développer ça. Parce que y a vraiment pas mal de difficultés liées à l'évaluation des aspects sociaux et des aspects liés à la mission. Je reviendrai dessus juste après. Je vais pas prendre trop de temps, mais je vais juste dire que donc ce type d'évaluation, cette évaluation proactive mise en place par l'ASBL, donc c'est pour moi là où il faut arriver, mais il y a quand même quelques freins à ce type d'évaluation parce que c'est un type d'évaluation plutôt coûteux, pas uniquement au niveau monétaire, mais parce que ça va prendre plein de temps, plein d'énergie, si on veut vraiment déterminer tous les aspects qui sont importants pour la mission de l'ASBL. Si on se contente d'un seul aspect, on risque de passer à côté de plein de choses. Juste pour prendre un petit exemple, si on évalue juste la mission de l'ASBL, mais qu'on ne tient pas du tout compte du bien-être des travailleurs, il pourrait y avoir un excès dans le sens on demande trop de productivité aux travailleurs et on les presse. D'un autre côté, si on ne prend en compte que le bien-être des travailleurs, il y a un excès dans l'autre sens et l'ASBL ne va plus pouvoir mettre assez d'efforts vers sa mission. Et donc il faut trouver un juste équilibre. Donc ça c'est juste des exemples en deux dimensions possibles, mais il y a évidemment toute une série de dimensions. Et l'idéal évidemment c'est de recenser toutes les dimensions qui sont importantes pour l'ASBL et de l'évaluer sur chacune de ces dimensions. Il y a aussi d'autres problèmes, genre qui décide ce qui va être évalué et qui va évaluer. Ça aura forcément un impact sur le résultat et ce qu'on va faire de l'évaluation. Il y a, comme j'ai dit, un risque de dérive bureaucratique. Si on passe son temps à faire de l'évaluation, c'est du temps qu'on a en moins pour faire ce pour quoi on existe. Et alors je vais terminer juste par
par les difficultés vraiment liées à ce type d'évaluation et les raisons pour lesquelles ça n'existe pas encore pour le moment. Il y a certains aspects qui ne sont malheureusement pas mesurables. Parce que dans une évaluation, c'est toujours intéressant, enfin en tout cas dans le secteur privé classique, capitaliste, souvent j'imagine les évaluations, c'est assez chiffré, et donc il y a des tableaux de bord, avec, on a un objectif chiffré, et on sait si on l'atteint plus ou moins ou pas, généralement en termes financiers. Ici, est-ce qu'on a bien fait son travail pour accompagner un stagiaire dans son insertion socio-professionnelle? Comment le mesurer par des chiffres? C'est vraiment extrêmement difficile. Et donc ça demande des mesures psychologiques, etc., qui pour le moment n'ont pas encore été développées. Il y a d'autres problèmes, genre le lien entre les ressources et les résultats. Donc c'est pas parce qu'une association a plus de ressources qu'elle aura un résultat plus important, alors que dans les entreprises capitalistes, si on arrive à avoir plus de ressources, si on vend plus de produits, le résultat est directement lié au chiffre d'affaires. Ici, c'est pas du tout le cas. Puis il n'y a pas d'indicateur unique d'efficacité, parce que chaque ASBL a souvent des missions multiples, et on ne peut pas résumer ça en un seul chiffre. Donc voilà, je vais en rester là pour le moment. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé sur ce sujet d'évaluation. Passer la parole à Jules, ma brillante collègue. Donc je vais revenir à la question de la gouvernance. Hugues a présenté avant, parce que vous verrez qu'il y a des choses qui vont revenir. Donc moi j'ai articulé mon exposé autour de deux questions. Quel est l'intérêt de la gouvernance dans le secteur associatif? Il paraît qu'il y en a certains qui doivent être encore convaincus que ça peut avoir un intérêt. Et la deuxième question, c'est une fois qu'on sait ce qu'est la gouvernance et qu'on est convaincu de l'intérêt de mettre en place des pratiques de gouvernance dans une ASBL, qu'est-ce qu'on fait? Quel modèle de gouvernance est-ce qu'on met en place dans une ASBL, dans l'ASBL? Donc, quel est l'intérêt de la gouvernance dans les ASBL? Moi, j'ai repéré 3 raisons. La première raison, c'est peut-être la moins bonne raison, justement, c'est qu'il existe des attentes d'acteurs externes envers les ASBL pour qu'elles mettent en place des pratiques de gouvernance. Donc, on vit aujourd'hui dans un environnement qui évolue, et le secteur associatif, notamment, est de plus en plus souvent mis en concurrence, soit avec des organisations de l'économie sociale, soit avec des organisations du secteur privé classique, ou même des organisations publiques. Elles sont mises en concurrence non seulement dans les biens et services, sur le marché sur lequel elles délivrent des biens et des services, elles sont aussi mises en concurrence par rapport aux financeurs, qu'ils soient privés ou publics, pour obtenir ces financements justement. Donc on a des attentes du coup qui vont naître des acteurs externes. Ce sont les financeurs, privés ou publics, ce sont des partenaires potentiels, ce sont aussi les citoyens, soit en tant par exemple que donateurs, en tant que sympathisants d'une ASBL, en tant que volontaires aussi. Ils vont avoir des attentes envers l'ASBL pour qu'elle mette en place des pratiques qui peuvent témoigner d'une gestion saine, etc. Donc on se rend compte en fait aujourd'hui que la confiance que peuvent inspirer les ASBL aujourd'hui n'est plus suffisante, et les acteurs externes sont en attente d'autres choses. Alors une deuxième raison qui devrait plus vous convaincre, c'est que je pense qu'à partir du moment où on mène une réflexion sur la gouvernance dans une ASBL, on va être amené à mettre en place une série d'outils, de pratiques, de principes, etc., qui vont jouer le rôle de garde-fous auxquels on va pouvoir se référer pour s'assurer justement que l'ASBL poursuive correctement sa mission, ne dévie pas de ses objectifs, que les actions qu'elle met en place sont cohérentes avec la mission sociale et les objectifs plus généraux qu'elle s'est fixés, que le fonctionnement ou les actions de l'ASBL sont cohérents avec les valeurs de l'association. Et donc pouvoir mettre en place ces garde-fous va permettre de garder un œil sur l'accomplissement de la mission et sur le fait de savoir si on accomplit correctement la mission pour laquelle on existe. Une deuxième chose, c'est que ça va aussi permettre d'empêcher des dérives, qui soient intentionnelles ou non. Donc on peut avoir des dirigeants qui soient mal intentionnés, et avoir une série de garde-fous à ce niveau-là peut permettre
de s'en apercevoir assez rapidement, mais on peut aussi avoir des dirigeants ou des équipes de direction qui se laissent dépasser, et ça peut permettre, si on a une série de garde-fous qui sont mis en place, de voir assez tôt que la SBL est en train de vivre une situation critique, par exemple. Et enfin, ça permet aussi de réfléchir sur comment professionnaliser ces pratiques, pas dans le sens de ressembler toujours un peu plus aux entreprises classiques, mais vraiment dans le sens de pouvoir, comme je disais tantôt, mettre en place les pratiques qui permettent, de mettre en place les meilleures conditions possibles pour que l'association puisse poursuivre sa mission sociale. Cette raison-là, normalement, elle devrait vous avoir convaincu. Si ce n'est pas le cas, j'ai le troisième raison. On dit souvent, et notamment Jacques de Fourny, que vous connaissez peut-être, aime répéter ça, c'est que ce qui fait finalement la spécificité des ASBL ou des associations, c'est leur gouvernance, justement. C'est parce que la gouvernance des ASBL est très spécifique, et c'est ce qui fait la richesse des ASBL, parce que d'une part, elles mettent au centre de la gestion elles mettent au centre de leur gestion leur mission sociale, donc c'est vraiment le principe qui va les guider dans leur action. Deuxièmement, elles mettent en place un fonctionnement démocratique, dans une certaine mesure, selon les ASBL évidemment, ce qui en fait signifie que les ASBL reconnaissent à chacun la même valeur, la même importance dans un processus de décision. Je vois que même est dubitative, mais en effet, c'est dans une certaine mesure, selon les ASBL. Et alors, elles sont souvent guidées par une certaine ouverture, donc vers un cercle plus élargi de parties prenantes. Donc, elles vont essayer, dans une certaine mesure, de nouveau, de faire intervenir dans leur gestion ou dans leur gouvernance un nombre plus grand de parties prenantes qui vont avoir alors une place à jouer dans les processus de décision. Donc, ça sont les trois raisons. L'une est pragmatique, c'est vraiment répondre à des nouvelles attentes de son environnement. Les deux autres sont plutôt tournées vers ce que ça peut apporter dans les ASBL, de mettre en place justement en tout cas cette réflexion sur la gouvernance. Vous êtes tous convaincus là? Non? Ok, pas grave. Donc, ça, c'est le prince charmant. Bon, la réalité maintenant. Eh ben, on y vient. Donc, quel modèle de gouvernance, justement, mettre en place alors dans les ASBL? Donc, la gouvernance, c'est un champ de recherche un champ de recherche et un champ de pratique qui s'est fortement développé dans les entreprises classiques dans les années 70, avec un modèle dominant qui était le modèle de l'entreprise capitaliste, qui s'appelle le modèle de l'agence, basé sur la théorie de l'agence, qui partait de l'hypothèse que dans une entreprise capitaliste, on a d'une part des actionnaires qui sont les propriétaires de l'entreprise, d'autre part des dirigeants, le management de l'entreprise, et que ces deux acteurs-là ont des intérêts qui sont divergents. Donc les actionnaires, ils vont vouloir du rendement à court ou à moyen terme, tandis que le directeur, comme il veut pouvoir garder sa fonction, il va essayer de développer l'entreprise pour qu'elle prospère et qu'on soit sûr qu'elle... Donc voilà, des intérêts divergents. Donc, en partant de ces principes-là, la gouvernance, du coup, intervient pour aligner les intérêts des actionnaires et des managers en se basant sur deux volets. D'une part, le contrôle. Donc, les actionnaires vont pousser le contrôle fortement, notamment via une prolifération d'outils, de tableaux de bord, etc., pour pouvoir contrôler les performances de l'organisation et les performances de la direction. Et d'autre part, des politiques d'incitant, donc par exemple en donnant aux dirigeants des actions de l'entreprise, ils vont vouloir maximiser aussi le profit à court terme, puisque eux en bénéficient. Donc ça, c'était le modèle dominant qui résume un peu ce qui se passait dans les entreprises classiques dans les années 70. Ensuite, il y a eu d'autres modèles qui ont été développés pour les entreprises classiques et qui donnent une vision vraiment différente de la situation. Notamment, dans ces modèles-là, il y a le modèle stakeholder, ou partie prenante, donc qui partait de l'hypothèse qu'une entreprise devait aussi se soucier d'autres parties prenantes que simplement ses actionnaires ou ses propriétaires. Et donc, il fallait, dans une certaine mesure, prendre en compte les intérêts de ces autres parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise. Un autre modèle qui a été fortement développé, c'est celui de l'intendance, qui lui part de l'hypothèse contraire de celle du modèle de l'agence et qui dit un directeur ou une direction et des actionnaires
ont les mêmes intérêts, c'est de faire prospérer l'organisation pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Et donc, ils vont travailler en collaboration avec un directeur qui sera plutôt exécutant, enfin au niveau de l'opérationnel, et alors un conseil d'administration représentant des actionnaires qui va être là pour les décisions stratégiques. Donc on voit évidemment dans le modèle dominant de l'agence pour les ASBL, il n'y a pas grand-chose qu'on peut aller chercher chez eux, si ce n'est qu'il met quand même en évidence le fait que le contrôle est important. Et dans les ASBL, le contrôle des performances ou le contrôle de la direction est aussi important. Il faut évidemment trouver le juste équilibre entre contrôle et marge de manœuvre pour la direction, mais on ne peut pas passer à côté du contrôle. Par contre, dans les autres modèles, stakeholder et intendance, il y a quand même une série de choses qui sont vraiment intéressantes à aller chercher. Donc ces modèles-là offrent d'autres configurations, d'autres perspectives qui peuvent apporter des éléments de réflexion pour les ASBL, notamment l'ouverture vers un cercle plus élargi de parties prenantes, ce que les ASBL font, et cette idée d'avoir un conseil d'administration et une direction qui vont travailler en tandem pour servir l'accomplissement de la mission sociale. Alors, est-ce qu'on peut pour autant transposer tels quels ces modèles de gouvernance et les pratiques, principes, organes, etc., qui découlent de ces modèles-là? Évidemment non, et on ne peut pas le faire pour deux raisons principales. D'une part, les ASBL poursuivent une mission sociale et des objectifs qui sont très différents d'une entreprise classique. Donc il ne s'agit pas évidemment de défendre les intérêts à court terme ou à moyen terme des actionnaires, mais il s'agit plutôt de s'assurer que l'ASBL est gérée dans les meilleures conditions possibles au regard de sa mission sociale, tout en assurant sa viabilité économique. Donc les objectifs évidemment sont très différents. Cette mission sociale qui souvent est multidimensionnelle avec des dimensions sociales justement, une dimension économique en termes de viabilité du projet, parfois une dimension politique aussi, est difficile, comme le disait Hugues, à évaluer, en tout cas dans sa globalité. Donc c'est très difficile d'évaluer la performance globale d'une association en y incluant tant les aspects quantitatifs que qualitatifs. Du coup, elle est aussi difficile à contrôler, puisque sur quelle base est-ce qu'on va contrôler les performances de l'organisation? Le risque étant évidemment de se concentrer uniquement sur ce qui est quantifiable ou facilement mesurable, et donc de se concentrer sur ce qui peut être transformé en indicateurs chiffrés, au risque de complètement passer à côté de la dimension qualitative ou des aspects qui sont moins tangibles de la mission sociale. Alors ça, c'était le premier point pour lequel on ne peut pas transposer tel quel tous ces modèles développés dans les entreprises classiques. Le second point, c'est justement la relation que les ASBL ont avec ces parties prenantes. Donc les parties prenantes, ce sont évidemment d'abord ceux dont on entend satisfaire des besoins, donc les bénéficiaires directs. Dans les ASBL, on va les appeler bénéficiaires. Dans certaines ASBL qui sont un peu plus sur le marché, on peut les appeler clients. Mais ces parties prenantes, ce sont aussi des bénéficiaires indirects pour qui la réponse que l'ASBL apporte constitue vraiment un enjeu. Donc par exemple des pouvoirs subsidiants, des individus. S'il y a des citoyens qui font aujourd'hui des dons à des ASBL, c'est parce qu'ils considèrent que la réponse que cette ASBL apporte à un problème de société est la réponse adéquate et donc est un enjeu pour eux. Et donc face à ces bénéficiaires directs et indirects, la question se pose dans les ASBL de comment est-ce qu'on va donner voix au chapitre à ces différents types de bénéficiaires. Et on observe en tout cas une volonté plus grande dans les ASBL que dans les entreprises classiques en tout cas, de faire participer effectivement dans la gestion ou dans la gouvernance un cercle plus élargi de parties prenantes, que ce soit en leur donnant un pouvoir de décision formel dans l'Assemblée générale, et donc là on verra des assemblées générales qui sont très diversifiées, ou que ce soit en leur donnant voix au chapitre via d'autres structures de gouvernance, par exemple des comités consultatifs, des comités participatifs, etc. Et donc la gouvernance dans les ASBL, elle se révèle finalement plus complexe parce que les choses qu'on doit évaluer sont plus complexes à évaluer. Du coup, le cadre de gouvernance va être plus difficile à mettre en œuvre et en plus de ça, on doit s'accommoder de diverses parties prenantes. Donc dans les processus de décision, c'est plus compliqué. Alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'on met en place dans notre organisation comme modèle de gouvernance? Donc moi, je pense qu'il y a d'abord
deux questions qui doivent vraiment guider les choix en termes de gouvernance ou la réflexion. C'est d'une part, comment est-ce que les pratiques ou les outils que je mets en place pour la gouvernance vont contribuer à faire en sorte que je puisse m'assurer que la mission va être accomplie dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment, est-ce que ces outils-là permettent de contribuer à l'accomplissement de la mission et permettent en tout cas de vérifier que les actes que l'organisation pose sont cohérents avec la mission sociale ou la raison pour laquelle elle existe. La deuxième question à se poser, en tout cas qui doit guider ces choix de gouvernance, c'est la question des parties prenantes. Donc je suis une ASBL, qui sont mes parties prenantes? Qui sont les parties prenantes principales? Est-ce que je considère que ces parties prenantes doivent avoir voix au chapitre? Donc, de quelle manière est-ce qu'elles peuvent avoir voix au chapitre? De quelle manière est-ce que je vais les impliquer dans la gouvernance de mon ASBL? Est-ce que c'est via l'Assemblée générale? Est-ce que c'est via le conseil d'administration qui va refléter la diversité des parties prenantes? Est-ce que c'est via d'autres mécanismes de gouvernance? Et alors, il y a aussi, parce que les ASBL, évidemment, ne fonctionnent pas en vase clos, elles ont un environnement autour d'elles, donc il y a une série de cadres qui vont cadrer la gouvernance. Donc, par exemple, les textes légaux, les cadres réglementaires, les cadres légaux amènent déjà des dispositions qui vont avoir une influence sur la gouvernance. Même parler du secteur des organisations de jeunesse. En effet, le décret OJ aujourd'hui impose 2 tiers de jeunes dans l'Assemblée générale, 2 tiers de jeunes dans les conseils d'administration. Donc c'est très clairement une influence directe d'un cadre légal sur la gouvernance. Alors il y a d'autres cadres légaux. Quand on a par exemple des pouvoirs subsidiants ou des financeurs qui soient publics ou privés, ils peuvent imposer des choses sur la gouvernance. Donc on a un certain cadre dans lequel on joue, et là-dedans on a une certaine marge de manœuvre où on peut faire des choix, mais il y a quand même ce cadre autour qui contraint entre guillemets la gouvernance. Alors si on prend, je vais bientôt terminer, si on prend 2 exemples de mécanismes qui sont classiques, donc le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Donc ce sont 2 mécanismes qui sont imposés par la loi. Donc vu qu'ils sont là dans toute ASBL, autant tirer le meilleur parti de ces 2 organes de gouvernance. Pour le conseil d'administration, on va se poser la question de savoir en quoi est-ce que mon CA est-il vraiment garant de la cohérence de mes actions au regard de ma mission sociale? Est-ce que les administrateurs sont suffisamment outillés pour jouer ce rôle de garde-fou? Est-ce qu'ils sont suffisamment informés? Est-ce qu'ils ont une vision claire de ce qui se passe sur le terrain? Ou bien est-ce qu'ils sont complètement détachés et n'ont pas cette vision-là? Est-ce qu'ils sont composés des profils adéquats? Il faut évidemment des techniciens dans un conseil d'administration pour qu'ils puissent notamment lire les comptes ou apporter une expertise juridique sur une question par exemple, mais il faut aussi des personnes qui aient en tête par exemple plutôt l'historique de l'association, ou qui puissent jouer un rôle de gardien de la mission, gardien des valeurs, etc. Donc ça, ce sont les questions qu'on peut se poser pour le conseil d'administration. Pour l'Assemblée générale, c'est pareil. C'est l'organe souverain de l'ASBL, donc c'est vraiment le gardien. L'Assemblée générale, c'est la gardienne plutôt de la mission sociale de l'ASBL. Est-ce qu'elle est suffisamment outillée, est-ce qu'elle est suffisamment informée ou formée pour faire autre chose que juste arriver en Assemblée générale, vite passer les comptes en revue? De toute façon, j'y comprends rien en compte, donc je ne pose pas de questions, et puis on boit un petit verre de l'amitié et on rentre chez soi. Donc il faut vraiment avoir une réflexion proactive sur comment est-ce qu'on peut rendre les membres d'une ASBL actifs de l'Assemblée générale, actifs dans l'Assemblée générale. Cette question-là, et puis évidemment la question de dans quelle mesure est-ce que j'ouvre mon Assemblée générale à diverses parties prenantes, pour justement ce fonctionnement démocratique, etc. Et alors juste pour conclure, donc la première chose, c'est on a des mécanismes qui sont imposés par la loi, on en a d'autres qu'on peut mettre en œuvre nous-mêmes. Donc il faut vraiment, quand on entame une réflexion sur la gouvernance, se dire ok, là où je suis, qu'est-ce qu'il y a comme cadre autour de moi qui vont me contraindre? Donc j'ai des cadres légaux, j'ai tel type de financeurs, ils ont telles attentes vis-à-vis de mon organisation, j'ai tel type de partenaires par exemple, ils vont avoir telles ou telles attentes vis-à-vis de mon organisation. Et là-dedans, quelle marge de manœuvre est-ce que moi j'ai, et qu'est-ce que je fais de cette marge de manœuvre? J'ai un conseil d'administration, qu'est-ce que j'en fais? Quel rôle je lui donne? Quel profil je mets dans mon conseil d'administration? J'ai une assemblée générale, qu'est-ce que j'en fais? Etc. Et alors la deuxième chose, c'est donc toujours garder évidemment en tête ces 2 questions
mission sociale, la mission sociale est au centre, les parties prenantes sont super importantes, comment est-ce que je jongle avec ces deux spécificités-là pour avoir un modèle de gouvernance qui puisse s'accommoder de toute cette richesse-là. Et dernière chose, adopter une vision dynamique évidemment de ce modèle de gouvernance. On ne peut pas une fois pour toutes le figer et ne jamais remettre en question. Les choses évoluent, le contexte dans lequel on est évolue, et donc il faut absolument pouvoir mettre en lien le modèle de gouvernance, les besoins de l'association en termes de gouvernance à différents moments de sa vie, enfin de son cycle de vie, etc. Et voilà. Merci. Fabrice, peut-être une réaction, notamment sur, en apportant ton éclairage pratique sur la question de l'évaluation et la gouvernance, parce qu'il y a la théorie et puis il y a la réalité du terrain, et donc peut-être moins sur l'évaluation, mais plus sur la gouvernance. Moi, je lis plutôt gouvernance avec professionnalisme. Et pourquoi mais il y a un élément, en tout cas, ici, je pense que la plupart des personnes qui sont autour de la table, c'est des personnes qui ont envie de changer le monde. En tout cas, bon, moi j'en fais partie. Donc, je suis toujours altermondialiste. Et pour faire changer le monde, il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire une révolution, on peut être en contre-pouvoir comme les syndicats. Bon, moi, la manière que j'ai choisie, c'est plutôt de faire changer les choses en apportant des initiatives concrètes différentes qui vont prendre la place dans d'autres modèles qui existent actuellement, qu'on a envie de faire remplacer. Et pour le faire, pour moi, il faut être professionnel, il faut faire perdurer l'organisation, il faut que l'organisation devienne plus importante. Parce que actuellement, qu'est-ce qu'on est dans les ASBL, les coopératives, par rapport au reste du monde, c'est peanuts, c'est vraiment rien du tout, on ne représente pas grand-chose actuellement. Mais voilà, l'espoir, c'est qu'on représente de plus en plus, qu'on prenne de la place, et à ce moment-là, qu'on remplace tout doucement les choses. Pour le faire, il faut qu'on définisse nos valeurs et qu'on s'y tienne, et ça fait partie de la gouvernance. Et d'autre part, il faut qu'on les fasse correctement et qu'on soit pro dans notre travail pour pouvoir prendre la place des autres. En quelque sorte, finalement. Mais être pro des termes comme management, etc. Bon, moi j'ai fait des études commerciales. Pour moi, c'est pas des gros mots à partir du moment où ils servent une valeur qu'on a définie et qu'on ne va pas changer. Le problème, évidemment, c'est qu'on a tendance à évoluer, toute structure a tendance à évoluer. Je pense à l'instant à la BACOB. Cette structure-là, au départ, c'est une caisse de solidarité, ça devient la BACOB devient Artesia devient Dexia, et Dexia se casse la gueule. Et puis c'est l'État qui doit... Le crédit communal. Oui, crédit communal, oui, j'ai oublié de parler de crédit communal. Bref, et je pense qu'il y a une tendance à toute organisation à évoluer, et c'est clair que quand elle évolue, elle va grandir, elle va adopter d'autres structures, et donc il va falloir être attentif à tout cela. Donc on rejoint finalement la gouvernance qui doit perdurer tout le temps. Autre tendance, c'est une organisation, c'est à vouloir se maintenir en vie. On est des animaux on a tous un instinct de survie, et je pense que cet instinct de survie, on le voit aussi dans nos organisations. Il y a un bon exemple, l'endroit où nous sommes ici, Barricade. Barricade s'est posé beaucoup de questions sur son objet, son fondement, et à un moment donné, j'ai été impliqué dans des réflexions avec Barricade, où on se dit, on a fait on avait des objectifs de départ qui étaient ceux-là. Quels sont nos objectifs maintenant et où veut-on aller? C'est une force. Je pense qu'il faut admettre que l'organisation, elle veut survivre. Moi, en tant qu'administrateur de la Bourrache, en tant qu'administrateur de Vin de Liège, j'estime que j'ai des responsabilités vis-à-vis des travailleurs, et je préfère ne pas les mettre dehors. Mais par contre, survivre, faut pas survivre à n'importe quel prix. À un moment donné, il faut en revenir aux valeurs. Et à la rigueur, si on veut changer, ok, on veut changer, mais alors on met en place un processus où on réfléchit. Barricade l'a fait de manière vraiment
assez remarquable, et j'essaye de le faire dans les structures dans lesquelles je suis, c'est-à-dire à un moment donné, on se pose la question, mais on le fait de manière formelle, ou en tout cas on se donne du temps pour le faire, et on évalue vers où on veut aller, et si on va vers quelque chose d'autre, eh bien on l'officialise quelque part. Et c'est important de le faire à certains moments, mais il faut le faire dans le respect des valeurs de départ. Alors pour en revenir maintenant à la gouvernance et concrètement finalement, parce que ce qui est intéressant, mon apport ici ne doit pas être théorique mais plutôt basé sur la pratique. Moi, ce que j'essaye de mettre en œuvre dans les structures dans lesquelles je suis, c'est d'abord ce que j'appelle la biodiversité des organisations. Alors, la biodiversité des organisations, c'est, moi j'ai quelque part finalement deux objectifs dedans, c'est qu'on ne soit pas toujours d'accord et qu'il y ait plusieurs avis différents, mais en même temps, si on veut survivre, comme tout organisme, je pense que si on a des compétences différentes, si on a des avis différents, eh bien, je pense que dans un monde en changement, un monde en crise, dans un monde qui va encore évoluer, et je ne sais pas vers où il va évoluer ces prochaines années, mais probablement il va y avoir des périodes qui ne seront peut-être pas faciles. Eh bien, une organisation a plus de chances de survivre si elle a une forte biodiversité interne que si elle n'en a pas assez. Malheureusement, notre tendance à nous, c'est quoi ? C'est d'attirer des personnes qui nous ressemblent et qui pensent comme nous. C'est tellement plus facile, on va plus vite vers une décision et on pense que ça va rendre les choses plus faciles. C'est vrai, mais à court terme. Je pense qu'à moyen et long terme, on a intérêt plutôt à accueillir des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous pour pouvoir faire en sorte que l'organisation continue. Et aussi au niveau simplement pratique interne, tout le monde n'a pas la science infuse, tout le monde n'est pas le Superman polyvalent. Je sais faire pas mal de choses, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et donc j'ai vraiment intérêt à avoir des personnes qui ont des compétences différentes dans l'organisation. C'est ce qu'on a essayé de faire à la Bourrache, là où on était. Je suis toujours dedans, mais avec toutes les personnes qu'on a fait venir, on a eu des difficultés. On a toujours des difficultés à faire venir certaines personnes qui complètent nos compétences. Dans Vin de Liège, je me bats pour essayer de garder certaines personnes. Il y a un administrateur, c'est un Flamand qui habite à Tongres, qui a des difficultés avec la langue et qui à certains moments on ne se comprend pas parce que on a beau même le français il le maîtrise suffisamment bien pour qu'on se comprenne, mais il y a quand même des petites finesses dans lesquelles on ne se comprend pas toujours. Et ça pose. Il y a plein de moments où il y a des malentendus, où j'ai dû aller l'appeler, téléphoner pour lui dire mais non, t'as pas compris exactement ce qu'on voulait dire, je vais te le réexpliquer, parce que sinon il claquait la porte, quoi. Et je me dis, ce gars-là, j'ai envie de le garder parce qu'il apporte vraiment quelque chose, même si on n'est pas d'accord tous les jours avec lui. Donc moi je trouve que c'est important ça. Ensuite, moi dans les structures, on a plutôt une séparation des responsabilités ou certains pouvoirs. Moi, je crois en la séparation des pouvoirs. Contrairement par exemple à Barricade ou au conseil d'administration, on a des travailleurs. Dans les structures dans lesquelles je suis, on n'a pas forcément des travailleurs qui ont droit de vote au conseil d'administration. Par contre, ils y participent comme invités. Et plus que comme invités, parce qu'en général, on ne vote pas, on ne vote quasi jamais. À la Bourrache, Hugues était membre de l'équipe, il travaillait à la Bourrache, moi administrateur, et lui à ce moment-là participait à tous les CA. On avait, tu parlais autant que moi, chacun avait le droit de dire ce qu'il voulait, même plus bien entendu, puisque tu es plus au courant des choses que moi, puisque l'équipe de terrain, c'est elle qui doit gérer les choses. Mais si jamais un jour il y a un problème, il y a une décision difficile à prendre, je pense qu'il faut un recul suffisant pour pouvoir oser la prendre, cette décision. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, et les structures comme les Grignoux ou ici Barricade qui vraiment pratiquent l'autogestion, voilà, merci. Chapeau, franchement chapeau, ils sont admirables.
À mon avis, ça doit pas être facile. Mais bon, c'est pas l'objet du débat ici. Mais pour moi, voilà, ça fait partie des éléments qui permettent une certaine gouvernance, une certaine séparation des pouvoirs. Mais séparation des pouvoirs, c'est aussi pas mal de choses. C'est éviter la concentration du pouvoir dans une seule personne. Combien n'a-t-on pas vu d'ASBL qui sont gérés par un gourou ou une gourou qui détient tous les pouvoirs? Et pour moi, c'est exécrable comme fonctionnement, c'est dangereux, c'est intéressant au départ parce que quelqu'un a une vision, a quelque chose de très intéressant à apporter, mais à un moment donné, il doit accepter de laisser une partie de son pouvoir à d'autres personnes parce que c'est pas tenable à long terme. Et de toute façon, personne n'est éternel. S'il veut, à nouveau, si on veut faire un truc qui tienne sur la durée, à un moment donné, il faut remplacer les personnes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une seule personne qui ait du pouvoir. Et donc, dans les structures dans lesquelles je suis, dès le départ, j'admets que, voilà, je suis président du conseil d'administration de Vin de Liège, mais franchement, j'ai pas tout à dire dedans. Et j'accepte les décisions des autres, c'est important. Alors, l'autre intérêt des séparations de pouvoir, c'est d'éviter les conflits d'intérêts, évidemment. Quand on va traiter de sujets délicats comme je ne sais pas moi, des barèmes ou autres, à un moment donné, qui peut prendre ces décisions? Ce qu'on essaye de faire, nous, quand on a, dans Vin de Liège, quand on a un intérêt direct dans une décision, c'est de se retirer au moment où on prend la décision. On sort de la pièce et on peut prendre la décision sans la personne. On peut se dire les vraies choses qu'on n'osera pas dire devant la personne. Parce qu'en sa présence, on a quand même un peu de respect, de retenue. On ne va pas peut-être oser à dire tout ce qu'on veut. Si la personne n'est pas là, la décision ne sera peut-être pas changée, mais au moins on aura eu l'occasion de se dire vraiment ce qu'on pense. Alors, c'est quoi? Par contre, oui, j'en reviens avec l'équipe, la question de l'équipe. C'est pas parce que l'équipe n'est pas au conseil d'administration qu'elle n'a pas droit au chapitre. Non, elle a beaucoup de choses à dire, à apporter. Elle a des objectifs qu'on doit définir ensemble au conseil d'administration avec eux et une très grande liberté pour les mettre en œuvre. C'est vraiment important. Autre élément, c'est une certaine transparence vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des membres, vis-à-vis des coopérateurs dans une société coopérative. C'est vraiment important s'il y avait quelques difficultés ou des choses qui ne vont pas bien, d'en parler ouvertement. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est important. Donc voilà, pour les comptes, c'est important d'ouvrir les comptes. Si quelqu'un veut venir, qu'il vienne regarder les comptes et qu'il vienne nous voir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les contre-pouvoirs en interne. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien un peu tester, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'aimerais bien un jour le faire à Vin de Liège, c'est mettre au point une sorte de comité d'éthique, ou comité des valeurs, ou je ne sais pas comment l'appeler, peu importe. Voilà, on a dans nos statuts, et c'est clair, nos valeurs, elles sont dans nos statuts, on sait quelles sont les valeurs de Vin de Liège, et c'est pour ça que les premiers sont venus et ont créé Vin de Liège avec moi, c'est parce qu'ils avaient confiance en moi et ils partageaient les valeurs de Vin de Liège. Pourquoi pas avoir finalement un comité autre qu'un conseil d'administration où sa seule tâche c'est de rappeler le conseil d'administration. Tiens, voilà les valeurs de départ, est-ce que vous ne déviez pas, et faire rapport peut-être à l'Assemblée Générale. J'ai déjà pensé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois au conseil d'administration, ça n'a pas encore, j'ai pas eu un accord du conseil d'administration de Vin de Liège sur ça. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté parce que pour le moment on a tellement de choses à faire que on est en train de planter, on est en train de réfléchir à un bâtiment, donc ce genre de questions-là, on y pense une fois, puis après on l'oublie, donc mais c'est bien d'y revenir, de penser, tiens, il faut que je... Voilà, en venant ici, ça me donne l'idée, tiens, il faut que je repropose encore ça la prochaine fois pour voir si on ne peut pas mettre ça en œuvre. Les commissaires aux comptes, ça c'est assez classique dans c'est des membres ou des coopérateurs qui viennent vérifier les comptes. Et qui viennent rendre rapport directement à l'Assemblée Générale, pas au conseil d'administration évidemment. C'est une attention permanente, franchement, une remise en question, faire le point régulièrement, faire des réflexions, réfléchir, tiens, quelle est notre mission, et accepter d'officialiser un changement. C'est oser changer de personne, donc personne
n'est inoxydable et avoir des personnes qui se remplacent. À la bourrache, on a quand même pas mal de remplacements, mais une certaine stabilité. Mais voilà, je suis toujours impliqué dedans, mais avec un rôle un peu plus effacé qu'au départ. Et voilà, il y a peut-être de la place pour d'autres personnes. Avec d'autres dynamiques aussi. Pourquoi pas oui, il y a accepter d'avoir des nouvelles dynamiques qui se mettent en place pour éviter de la stagnation et de devenir un vieux ronchon dans son organisation. Mais tout ça, moi, tout ça revient à un élément, bon, deux éléments, qui doivent se retrouver dans tout le temps. Enfin, l'idéal, c'est garder du plaisir et du professionnalisme. C'est important. Ça permet à la fois de garder les gens et le plaisir fait qu'on donne du temps et que l'on va continuer à s'appliquer justement sans forcément, c'est toujours une arrière-pensée d'intérêt de pouvoir ou d'argent, et ça permet, à mon sens, de garder les valeurs de départ. Voilà. Merci.